Et en fait, là, tu vois, l'aventure était partie, quoi. On a été récupéré par le premier projet qui nous a amené dans une réserve pour plonger avec les requins bulldog. Je te laisse imaginer ma tête. Moi, j'avais plongé 4 fois dans ma vie avant. Et quand on avait eu des Skype, moi je leur avais dit ok, je suis pas très bon en plongée, alors moi je préfère vraiment faire de l'apnée. Et là on arrive et ils me disent ah non mais c'est mort, tu peux pas plonger en apnée avec les requins bulldog. Et tu vois moi sur le moment j'étais en train de dire à Jérôme je vais mourir, c'est horrible. C'est comme ça que ça s'est fait, The Blue Quest. Et tu vois, aujourd'hui, nous, les documentaires, c'est plus un médium pour parler de ces sujets et donner aussi une autre image, toucher d'autres publics. Aujourd'hui, moi, je suis trop content quand on gagne des prix. C'est quand même une vraie satisfaction personnelle, mais c'est pas la fin en soi. Il y a un prix qu'on a gagné à San Francisco. C'est exceptionnel. C'est le plus gros festival de films sur l'océan au monde. Moi, j'ai surtout réfléchi à c'est quoi l'impact de ce prix? Et l'impact de ce prix, c'est que les projets qui sont dans le documentaire, ils sont encore plus mis en avant. Bonjour et bienvenue sur Storylifique, le podcast 100% outdoor. Je suis Anne B et je te propose de découvrir avec moi des explorateurs, aventuriers, sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si on l'en fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation, car ici on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors n'hésite pas à partager ce podcast et d'avance, je te dis merci. Tourner un documentaire sur la protection des océans quand on n'est pas plongeur, ni scientifique et encore moins réalisateur. C'est la drôle d'idée qu'a eu Clément pour Tal. Conversation sur l'art de faire un documentaire sur l'océan quand on n'aime pas trop être sous l'eau avec des bouteilles sur le dos et que le montage vous fait comprendre que seul vous irez très vite dans le mur. Ne vous y trompez pas, le résultat a reçu les prix les plus prestigieux, comme quoi être gentiment fada, comme on dit chez lui, et avoir la passion pour l'océan comme seul levier pour se lancer dans l'aventure, ça peut marcher. C'est parti pour la première partie de cette discussion à bâton rompu avec un incurable enthousiaste. Attention, il est contagieux. Avant de démarrer, un immense merci à mes sponsors, 2 messages courts mais pleins de sens et on part à l'aventure. L'aventure, oui, mais mal équipée, c'est pas le pied. Une veste qui se transforme en piscine, une tente qui joue les filles de l'air ou des chaussures qui n'assurent pas votre sécurité, il y a des mésaventures sans intérêt qu'il vaut mieux éviter. Parce qu'un bon conseil peut faire toute la différence, évitez les galères et faites-vous conseiller par des experts. Ils vous attendent en magasin et sur iceadventure.com. Ice Adventure, adventure is everywhere. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais dans ma banque, on peut encore avoir un vrai interlocuteur en ligne qui vous connaît et qui est toujours prêt à vous écouter. Dingue, non? Chez CPH, il s'intéresse réellement à mes projets. En plus, CPH est une banque coopérative qui soutient exclusivement l'économie locale. Et savoir que mon épargne aide l'économie de ma région, c'est important pour moi. CPH, de loin la banque la plus proche. Bonjour Clément. Bonjour Anne B. Ça fait super plaisir de parler avec toi aujourd'hui parce que c'est un petit monde que je commence à connaître du côté de la plongée et des gens avec qui tu as fait le documentaire dont on va parler aujourd'hui. Mais donc on va d'abord commencer par... tu peux te présenter toi-même et puis on va parler du Blue Quest Palawan qui est ton dernier documentaire en date. Du Blue Quest qui en a déjà eu un autre du côté de, je ne sais plus, c'était Brésil? C'était le Mexique, c'était la Basse-Californie. Ouais. Pas loin, c'est pas loin. Presque pas loin. Et donc, tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Voilà, je te laisse te présenter. Déjà, merci beaucoup Anne B pour me recevoir aujourd'hui. Et donc moi, je suis Clément Portal. Et en fait, très simplement, je suis passionné par l'océan. Et je suis pas scientifique. J'aurais bien aimé faire des études de sciences et de sciences sur l'océan. Mais j'ai plutôt fait du commerce et de la communication. Et aujourd'hui, pour une présentation très succincte, en fait, je suis le fondateur de l'ONG The Blue Quest, qui a pour but d'aller rencontrer partout dans le monde des projets de protection marine pour mettre en avant les personnes qui y travaillent et les solutions qu'ils déploient. D'accord, c'est génial. Comment est-ce que ça vient, l'idée de fonder une ONG, là, comme ça? C'est quoi ton parcours pour arriver jusque-là? Alors, c'est un peu chaotique, mais c'est donc, comme je te disais, moi, j'adore l'océan et j'ai toujours voulu bosser là-dedans. Et en fait, bizarrement, j'ai jamais pu, tu vois, parce qu'à chaque fois, tu dois faire des choix. Et en fait, pour donner un exemple, quand tu finis le lycée en France, il faut que tu choisisses où est-ce que tu vas aller après. Donc, j'étais allé à plein de journées portes ouvertes, tu vois, les facs de biologie marine et tout ça. Et en fait, quand tu rencontres les gens et qu'ils te disent des choses genre... on a 500 personnes qui rentrent chaque année et à la fin des masters, il y en a 2 qui trouvent du travail.
j'ai pas trop cru en mes chances, tu vois. Ouais, C'était, clair. j'étais pas super, super serein là-dessus. Donc en fait, au bout d'un moment, tu sais, tu fais des choix par défaut. Et moi, ça a été, bon, j'ai eu la chance de pouvoir le faire, mais une école de commerce directement après le bac, qui avait cette promesse de dire, bah, venez étudier chez nous. Et en fait, la priorité, c'est de partir à l'étranger. Donc, ça a été quelques années, tu vois, d'études très globales sur ce que c'est la compta, ce que c'est le marketing, ce que c'est la gestion de projet, enfin, tu vois, tous ces trucs-là. Et en fait, à chaque fois, j'essayais de garder un lien avec l'océan. Tu vois, dès que j'en avais l'occasion, dès qu'il y avait un cours qui parlait un peu de ça, dès qu'il y avait, tu vois, des stages qui étaient dans des endroits qui pouvaient être liés. Donc, bah, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire un stage en Malaisie qui n'était pas du tout lié à ça, mais qui était en Malaisie. Et en fait, ce stage, il m'a permis d'être dans ce pays où tu as des îles qui sont magnifiques, où tu as des récifs coralliens qui sont magnifiques. Et en fait, moi, comme je te dis, depuis tout petit, je suis passionné par l'océan. Dès que j'ai l'occasion, je suis dans l'eau. Et là, bah, tu vois, ce stage, c'était aussi un moyen où pendant quasiment un an, tous les week-ends, d'être sur une île, de retourner sur des endroits, de rencontrer des gens. Donc, commencer par faire on va dire, des circuits un peu touristiques où les gens t'emmènent voir des coraux et tout ça. Et après, au bout d'un moment, ces gens-là deviennent des amis et ils t'emmènent dans des endroits qui sont un peu moins protégés, qui sont plus cassés, qui ont plus de problèmes. Et là, tu vois, c'est là où je commence à comprendre en me disant, mais il n'y a pas tout, il y a pas tout qui est beau, il y a des problèmes. Moi, j'ai vu les premiers effets de la pêche à la dynamite dans ces endroits-là. Et donc ça a commencé à m'ouvrir les yeux. Mais bon, après, tu continues, tu vois, il faut faire des stages, il faut trouver un emploi. Donc enfin voilà, pour finir là-dessus, j'ai vraiment poussé au max ce que m'offrait l'école de commerce. Dans ce sens-là, mon mémoire de fin d'études, c'était sur les aires marines protégées déjà. Tu vois, c'est un sujet qui me tient à cœur, mais c'était déjà ça. Et c'était sur la capacité des aires marines protégées à assurer leur mission de protection tout en étant viable d'un point de vue économique et surtout social. Est-ce que l'impact pour les populations concernées était viable? Donc Mhm. là, une fois ce Ouais, chapitre-là était l'aspect fermé, commercial, ouais, exactement. Tu vois, c'est comment, enfin, ça coûte de l'argent cette protection, donc comment est-ce qu'on fait quoi? Et une fois que ce côté-là était fermé, bah, tu vois, toujours pareil, il commence à chercher un travail là-dedans. Il y en a pas trop. C'est un peu opaque comme milieu. Et donc, en fait, je me retrouve en agence de communication où, en fait, c'était trop bien parce que j'ai été recruté en sortie d'études pour gérer la communication d'une marque de plongée. Cette agence-là, elle venait de signer un client qui était une marque de plongée. Le client voulait un référent qui s'y connaisse un peu dans le monde de la mer. Et donc, j'ai ouais. fait un peu mes premières armes là-dessus, quoi. Trop top. Et, et c'était trop bien, c'était trop bien. Donc, j'ai découvert ce monde de la communication, en fait. Et tu vois, enfin, je l'avais étudié en école, mais tu vois, c'est de la théorie et tu vois pas la pratique. Et là, je me suis rendu compte, tu vois, du pouvoir. En plus, c'était le début, ça paraît vieux, mais c'était le début des réseaux sociaux. C'était tu vois, le début de la vente de Ouais, tu fais plus jeune produits. que ça. T'as quel âge, toi? J'ai 34 ans, là. Ah, ils ont commencé si tard, les réseaux? Ok, ça va. Alors en fait, Ouais. les réseaux avaient déjà commencé, mais tu sais, c'était le début de. On avait passé l'étape de c'est trop bien, on connecte des gens. Ah, bah tiens, on va vendre des produits et des services dessus. Ok. Donc, tu as plein de Mhm. trucs qui se sont mis en place et j'ai découvert ça. En fait, au moment où ça se lançait, tu vois, sans rentrer trop dans le technique, c'est comment tu fais des communications spécifiques, comment tu payes pour pousser les messages et tout. Et donc, j'ai fait la communication de cette marque pendant quasiment 2 ans. Et tu vois, à chaque fois, ça me travaillait en mode, mais là, aujourd'hui, il y a cet outil-là, ces réseaux sociaux, qui pourraient servir à des projets de protection marine, certains que j'avais vus sur le terrain, certains que je voyais passer vite fait dans les médias. Mais tu vois, d'un coup, il y avait un changement dans le monde de la communication, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus besoin d'énormément d'argent pour parler. Et en fait, c'était positif à l'époque, parce que tu te dis, il y a des projets sur le terrain qui peuvent mettre en avant ce qu'ils font et créer un cercle vertueux qui est, on met en avant, on a plus de visibilité, on a plus de crédibilité, et par définition, on a plus de fonds. Et dans ce cas-là, on fait plus de choses sur le terrain. Donc je me suis dit, mais c'est génial en fait. Et donc j'ai proposé ça à différents clients en disant, mais pourquoi est-ce que vous financez pas des projets de protection marine? Votre problématique, c'est qu'aujourd'hui, il faut être sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas les flux de contenu nécessaires, le nombre de photos par an, de vidéos et tout. Donc, financez des projets où vous voulez, sur les thématiques qui vous intéressent. Donnez-leur du matos en plus. Et eux, en fait, ils vont vous donner des photos, des vidéos. Et en plus, ça va être super positif parce qu'au lieu de parler juste des produits qui sont bien et tout ça, on va parler de protection de l'océan. Aujourd'hui, pour que les gens achètent... enfin, tu vois, il fallait que l'océan soit en bonne santé. C'est aussi un peu l'idée pour ces marques-là. Enfin, je pense que c'est important, tu vois. Bon, à l'époque, c'était en 2014. Ça n'a pas du tout marché.
Il n'y a pas eu une super grosse réception. Tu avais 10 ans d'avance sur ton temps? Ouais, ou peut-être en fait, peut-être ou peut-être pas, je sais pas, ou je l'ai mal présenté aussi, c'est possible. Il y a mais donc je me suis dit: «Mais en fait, c'est trop dommage, donc je vais le faire tout seul, en fait, c'est bon», donc avec, un très bon ami, d'école, Benjamin Marais, c'était avec lui que j'avais fait le mémoire. On s'est dit: «Mais en fait, pourquoi on fait pas ça, quoi?» Donc on s'est dit: «On va monter cette petite agence, de communication pour les projets, on va aller les filmer, ça va être trop bien, on va voyager, on va rencontrer du monde». Moi, ça me passionne, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, ce milieu-là, il est un peu opaque. Donc, tu vois, en tant que néophyte, c'est très dur de rentrer dedans. Enfin, c'était dur à l'époque, ça l'est un peu moins maintenant, de contacter des assos, de rencontrer ces gens sur le terrain. Et moi, c'est ça que je voulais. Enfin, c'est ça que je veux toujours, c'est ça qui me passionne aujourd'hui. On en reparlera avec Fred et tout ça. Et donc, en fait, on part dans cette idée en se disant, c'est trop bien. Et en plus, on va pouvoir vendre des prestations. Tu vois, c'était vraiment l'idée. On va avoir un projet, on vit avec eux. Comme ça, on comprend qui sont les gens derrière, quelles sont les problématiques, mais les problématiques réelles, tu vois, en ayant vécu 1 semaine, 2 semaines avec eux, avec des petits moyens et pour sortir une vidéo pour les réseaux sociaux, un pack de photos et une formation réseaux sociaux aussi. On s'est complètement planté sur le business model, en fait, il n'y en avait pas. Donc ça n'a pas duré très longtemps. On a réussi à faire un... En fait, on avait été... Tu vois, c'est bizarre pour quelqu'un qui sort d'école de commerce, mais on n'avait pas trop analysé la cible. Et on s'est dit, trop bien, les projets, ils paieront. Mais tu vois, quand tu es en contact avec les projets qui disent, en fait, non, on n'a déjà pas d'argent pour faire nos activités. Si vous voulez, venez, on vous loge, quoi. Mais ça s'arrête là. Et on s'est dit, ok, on vient. Et en fait, c'est comme ça qu'on a fait un premier voyage en 2017 au Mozambique, où pour le coup, on est arrivé là-bas et on a traversé tout le pays en stop. C'était vraiment génial pour voir un projet qui était en bas qui assurait la protection des requins-baleines et des raies mantas. Et donc un projet tout au sud du Mozambique et un projet tout au nord, dans une région où malheureusement aujourd'hui on ne peut plus aller, qui déjà commençait à mettre en place des aires marines protégées avec les villages de pêcheurs, parce que là-bas il y avait les problématiques que c'était des villages qui étaient extrêmement pauvres, enfin vraiment parmi les villages les plus reculés et les plus pauvres, et en fait la ressource en poisson baissait énormément, et il fallait réussir quand même à protéger pour assurer un peu la survie de ces populations. Donc on a fait ce premier test au Mozambique. Et là, c'est là où les choses sont devenues un peu compliquées parce qu'il y avait plus d'argent. Il y en avait déjà pas, et là il y en avait encore moins. Et donc voilà, au retour. Vous avez réussi à faire le tour de force de prouver que zéro, il y avait un moyen de faire moins que zéro. Voilà. Il y a moyen de perdre de l'argent. Ouais, non, vraiment, il y a moyen. Et en plus, il n'y a pas besoin de trop se chauffer pour faire ça. Ça peut vite. Tu vois, si tout marchait comme ça serait ça. Mais donc voilà, on est rentré, et forcément, c'était compliqué. Donc il fallait retrouver un travail. Ben a dû retrouver un travail assez vite, moi aussi. Mais je voulais pas lâcher l'affaire. Tu vois, on est rentré avec un disque dur plein de super belles images. Et bon, pour te dire qu'on n'avait pas... Enfin, moi, je savais pas monter. Je savais pas faire du montage. Donc, j'ai essayé de me former très vite, en 1 ou 2 mois, à faire du montage. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout pour moi, que j'étais nul là-dedans. Mais vraiment, j'avais aucun... Et c'était capable de raconter l'histoire, tu vois, vraiment de manière très carrée, quoi. On est allé là, on a vu ça, lui, il fait ça. Et c'était nul. C'était nul. Et en fait, là, tu vois, c'est là aussi, quand tu fais ce genre de projet, où des fois, ça tient à pas grand-chose, c'est que j'ai revu... j'ai une très bonne amie qui était de passage sur Marseille cet été-là, et elle m'a dit, mais pourquoi tu recontactes pas ce mec qu'on connaissait quand on était au collège, que moi, je connaissais plus du tout, et qui est Jérôme Brousse, donc, et qui venait de devenir vidéaste professionnel, et surtout monteur. Donc là, j'ai donné rendez-vous à Jérôme, et il a été OK pour monter les petites vidéos qu'on avait sur le Mozambique, en échange du fait de devenir le vidéaste officiel de The Book West. Ce qui était plutôt un bon deal pour moi, étant donné qu'on n'avait pas de vidéaste et que je savais pas monter. Et donc voilà, là c'était l'été 2017. On a passé l'été à travailler avec Jérôme pour monter ces petites pastilles vidéo sur le Mozambique. Mais tu vois, à l'époque, c'était plutôt l'idée de faire un clap de fin sur ce projet-là. Il n'avait pas marché, il avait coûté de l'argent. Moi, il fallait vraiment financièrement que je retrouve un travail. J'arrivais à la fin de tous les moyens possibles et imaginables. Mais je voulais finir ça, tu vois. Je voulais vraiment le finir, ouais, et pas le laisser en friche là-dessus.
Et enfin là, je pars vraiment de tous les côtés. Est-ce que tu veux poser d'autres questions ou tu veux que je continue à raconter Oh, ça va, tu peux, je crois que t'as bien lancé, là. Ouais, non, mais ça, en fait, ça me fait toujours rigoler de raconter cette histoire, de voir un peu de quoi on est parti. Oh, ouais, c'est chouette. Et en fait, bah, tu vois, genre vraiment au dernier moment, là, j'avais 28 ans à l'époque et je raccroche la possibilité de faire un VIE. Je sais pas si, tu vois, en France, le VIE, c'est pour pouvoir partir à l'étranger en tant que jeune, aller bosser à l'étranger et Mais donc c'est toujours vos abréviations. Hein. Si tu dis le truc complet, à mon avis, je vais c'est comprendre. Hein. alors je veux pas, en fait, je suis pas sûr. Bah, je crois que Et c'est c'est écoutez, je volontariat. sais plus, voilà. Parce que quand vous parlez, ah oui, moi j'ai fait un DEA en machin truc, c'est toujours des initiales. Alors attends, ça fait quand même la 10e fois que tu me sautes des initiales dans une phrase, là je te suis plus du tout. Alors là, si tu vois, sur le podcast d'aujourd'hui, s'il y a une initiale à retenir, c'est AMP, qui veut dire Air Marine Protégée. Mais sinon, le reste, je ferai en sorte de l'expliquer. Merci d'avoir fait le petit lexique au début. Ouais. On pourra le retrouver. Et donc, ouais, le VIE, c'est volontariat international en entreprise et c'est un contrat qui te permet de partir à l'étranger pour une durée maximum de 2 ans et de découvrir un boulot à l'étranger. Et là, j'ai trouvé vraiment, tu vois, je sais pas, un mois près, avant d'avoir atteint la date de péremption, quoi, d'être trop vieux, c'est ce contrat à Barcelone. Et là, je me suis retrouvé dans un boulot où c'était pour faire de la location de bateaux. J'étais commercial dans la location de bateaux à voile. Donc, je restais un peu dans ce milieu-là. Et donc, j'étais assez content parce que moi, ça me donnait aussi un peu un second souffle, tu vois, ça me permettait de respirer. Et en fait, là, je suis arrivé à Barcelone et je me suis retrouvé dans un boulot qui était extrêmement facile. C'est-à-dire que j'étais commercial, mais de quelque chose que les gens avaient déjà acheté avant de m'appeler. C'est-à-dire qu'ils m'appelaient pour... Donc ça va. 100% de conversion, félicitations. En fait, c'est ça. Les gens allaient sur un site, ils cherchaient l'endroit où ils voulaient louer un bateau, et quand ils avaient déjà trouvé les infos et tout, ils envoyaient un message, et moi je répondais à ce moment-là. Donc en fait, eux, dans leur tête, c'était déjà je veux ce bateau, et moi j'étais là, bah ok, voilà d'accord, voilà. et merci. Si vous insistez. c'est ça vous le dire. Hein. Et en fait, là, je me suis retrouvé dans un travail qui était très simple. Et surtout, en fait, à très très vite me refaire une santé financière parce que c'était un travail de commercial. Donc en fait, assez vite, j'ai pu mettre de l'argent de côté. Et donc, tu vois, cette idée où je m'étais dit, bah c'est bon, The Blue Quest, c'est fini. En fait, ça a commencé à me retravailler très vite. Au bout de 3-4 mois, on était début 2018. Et là, j'ai appelé Jérôme et je lui ai dit, mais en fait, on va repartir. Hein. Peut-être que je vais honorer cet engagement que j'avais pris, que tu sois vidéaste de The Blue Quest. Ça serait cool de repartir. Et là, donc je me dis, bah, ok, où est-ce qu'on repart Et moi, le Mexique est toujours un endroit qui m'a toujours intéressé. En fait, mon père avait travaillé là-bas quand il était jeune et il m'en a toujours parlé, et tu vois, notamment de la Basse-Californie avec des étoiles dans les yeux, quoi. Il me racontait, tu vois, c'était vraiment, il a fait ça. Là, il a 70 ans, il a fait ça quand il avait 22-23 ans. Donc en plus, c'était une époque où il n'y avait pas trop de tourisme et tout ça. Et il me racontait vraiment ces endroits où ils descendaient en Basse-Californie, ils allaient faire de la plongée dans des endroits improbables. Ils voyaient des baleines, des requins et tout. Et tu vois, j'ai toujours grandi avec ces histoires. Et je me disais, bon, ça m'intéresse, tu vois. Et donc en fait, là, j'ai commencé à chercher, tu vois, des projets en disant, bah là, cette fois, moi, j'ai ma sérénité financière. C'est des projets qui en fait coûtent pas si cher que ça de partir sur le terrain pour filmer, parce qu'on s'était mis d'accord avec Jérôme pour un tarif plus que préférentiel, parce que c'était une belle expérience aussi. Et en fait, on est vraiment sur des micro-budgets, donc on a réussi à les trouver. Et le plus dur, en fait, là-dedans, ça a été de trouver les projets à les visiter. En fait, si les gens ne connaissent pas, ils sont pas forcément chauds. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'avoir une équipe qui vient filmer, bah, c'est du temps pour le projet, c'est de la logistique. Donc en fait, ça a été super dur. Genre, je pense vers février, j'ai dit à Jérôme, bah, on part en novembre. Et en fait, février passe, mars passe, avril passe. J'envoie des mails de partout. Tous les soirs, je rentre chez moi, j'envoie des centaines de mails à plein de projets. Personne ne répond. Mais on était là, bon, bah, c'est chaud. Hein. On va peut-être pas y aller. Et là, tu vois, c'est comme ça, où, comme quand la façon dont j'ai retrouvé Jérôme, ça tient à rien. J'ai un très bon pote qui avait fait Vancouver-Ushuaia en vélo 2-3 ans avant. Et lui, il était passé en coach surfing chez une fille qui était spécialiste des baleines en Basse-Californie. Il m'a dit, ça coûte rien, envoie-lui un message. Et tu vois, c'était vraiment le dernier lancé en mode, bon, allez, on tente ça, et après, on arrête. Plus rien à perdre. Ouais. Et en fait, là, je tombe sur Esther Jiménez, qui est une spécialiste reconnue mondialement des baleines à bosse.
Et en fait, on parle, on fait un échange là comme on est en train de faire. Et je lui raconte ce que je veux faire. Je fais, bah voilà, nous on est gentils, on veut venir filmer gratuitement pour des projets, on ne demande rien, ça nous intéresse. Et en fait, Esther, elle est touchée par notre histoire. Elle me dit, bon écoute, tu sais quoi, je vais envoyer un mail au grand professeur de biologie marine de Basse-Californie, qui a formé tous les gens qui sont dans les projets de protection marine là-bas. Et voilà, débrouille-toi quoi. Donc elle me met en contact avec Leonardo, qui était justement ce vieux professeur. Et bah pareil, je lui raconte l'histoire en disant voilà, nous ça nous intéresse. Bon, forcément, on n'est pas connus, on sait pas ce qu'on vaut, mais on peut essayer, c'est gratuit, tu vois. Et lui, il est pareil, il a aimé l'histoire et là, il a envoyé, tu vois, le mail qui fait toute la différence à tous les projets en disant voilà, bah, Clément et Jérôme, ils peuvent venir en novembre. Est-ce que vous voulez les recevoir? Et tu vois, des projets qui nous avaient pas forcément répondu, en direct répondu, en mode bon, bah ok, venez. Et tu vois, là, comme ça, de fil en aiguille, là, ça allait super vite, quoi. En 2 semaines, le voyage était plié, quoi. Waouh, chouette Et c'est comme ça histoire. qu'on s'est retrouvés là, pour un deuxième tournage en Basse-Californie. Et là, c'était fou, quoi. C'était complètement fou. Dans quel sens? Euh, en fait, déjà, tu vois, Jérôme, mine de rien, on se connaissait pas. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés dans l'avion, assis à côté, et en fait, on a capté qu'on se connaissait pas, quoi. Et en fait, ok, Bonjour on avait monsieur. été, ouais, tu vois, dans les mêmes collèges et lycées, on s'était vus, tu sais, 2, 3 événements ou soirées quand on était jeunes, mais c'était 10 ans avant, quoi. Et en fait, le courant est trop bien passé tout de suite. Et tu vois, on est arrivé en Basse-Californie, on a retrouvé Esther qui nous a accueillis. On a vécu chez Esther pour 2, 3 jours, le temps de récupérer du décalage horaire. Et en fait, là, tu vois, l'aventure était partie, quoi. On a été récupéré par le premier projet qui nous a amenés dans une réserve pour plonger avec les requins bulldog, parce que eux étaient en train de faire justement la protection des requins et des raies dans cette réserve, le suivi scientifique. Je te laisse imaginer ma tête. Moi, j'avais plongé 4 fois dans ma vie avant. Et quand on avait eu des Skype, tu vois, à l'époque, c'était vraiment Skype pour tout organiser. Moi, je Mhm. leur avais dit, OK, je suis pas très bon en plongée, hein. Moi, je préfère vraiment faire de l'apnée. La plongée, si on peut éviter, c'est bien, tu vois. Et sur Skype, il me dit, ouais, ouais, pas de souci, tu feras de l'apnée, fais ta vie, tu vois. Et là, on arrive et il me dit, ah non, mais c'est mort, tu peux pas plonger en apnée avec les requins bulldog. Tiens, voilà ta bouteille, débrouille-toi, monte ta bouteille et on va plonger. Donc là, Ah tu vois, oui. j'étais là, ok, super. Là, j'arrive sur le bateau. Tu vois, le bateau, il allait. Là, on arrive direct, le bateau, il allait partir plonger. Et là, dans le groupe, il y avait un Cubain qui parlait français, qui s'appelle Alfredo, et c'est important parce que j'en reparlerai après. Et qui commence à venir me parler, qui me dit ah ouais, tu fais des documentaires, c'est génial, moi aussi j'en fais un peu, c'est trop cool que tu sois avec nous. Et tu vois, moi sur le moment j'étais en train de dire à Jérôme putain, je vais mourir, c'est horrible. Je peux pas y aller. Et tu vois, en même temps, j'étais là, bon, on a fait tout ça, je vais y aller, mais j'ai pas envie. Et tu vois, donc Alfredo me parle et j'écoutais à peine. Et en fait, il me fait, alors, vous filmez avec quoi sous l'eau? Et tu vois, nous, on n'avait pas beaucoup de moyens, donc j'avais un tout petit appareil dans un petit caisson et j'étais là, bah voilà, on a ça. Et là, Alfredo, il sort ce qu'on appelle une Red Dragon, qui est la caméra, bah, tu vois, comme avec laquelle filme René, c'est des caméras qui coûtent très très cher, qui sont Ouais, le utilisées vrai pour des truc, quoi. tournages. Ouais, c'est le vrai truc de pro. Et là, je regarde, je fais, mais c'est qui lui? C'est- Et on commence à parler. En fait, Alfredo, il avait tourné sur toutes les plus grands documentaires de la BBC, de National Geographic. Ah oui, mince, ouais. Donc là, je te laisse imaginer. Donc, je suis sur le bateau Là, tu avec. dis, non seulement je vais mourir, mais après m'être tapé la gêne de ma vie. Un grand Exactement. moment de solitude. Donc, c'était la pire. C'était vraiment, tu vois, donc j'étais avec Carmen et James du projet Pelagos, qui m'avaient vu essayer de monter ma bouteille à faire n'importe quoi, qui m'ont dit, bon, bah, écoute, à première vue, tu fais de l'apnée, donc tu dois te débrouiller sous l'eau, on va quand même y aller, hein, mais tu nous donnes pas une confiance de fou. Là, à côté, Alfredo qui nous parlait de ses tournages, et donc, tu vois, ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas, on allait faire une plongée scientifique. C'est-à-dire que c'était pas une plongée touristique où tu vas, tu vois les requins et tout, c'est vraiment le but, c'est de passer le plus de temps sous l'eau pour collecter de la donnée sur du comportement et tout ça. Donc oui, ils Oui, n'avaient avec pas intérêt à personne qui est remonter. censé surveiller le touriste pour voir s'il n'est pas en train de s'étouffer. Et, Ouais. alors Ouais. exactement déjà, et surtout surtout pas arrêter la plongée parce que le touriste il sait pas du tout gérer et qu'il est Oui, déjà c'est remonté ça. quoi. Et mais donc ils me disent bah voilà, là il y a du courant, il faut plonger, la tête la première, palmer à fond pour aller sous l'eau et tout, et après on arrive en bas et là il y a les requins, j'étais oh, super. Jusque-là, tout va bien. Donc là, il
il y a un truc qui nous suit avec Jérôme sur les différents tournages, parce qu'en fait, ça arrive à chaque fois, ce truc où je me retrouve à plonger dans des trucs où j'avais pas forcément envie. C'est que, quand je me prépare sur le bateau, j'ai le stress qui monte et tu vois, j'ai une veine là qui sort. Et à chaque fois, Jérôme me dit, ouais, tiens, il y a ça va pas. La veine de Non, non. stress. Ouais, ça va pas. Et donc, en fait, là, je me retrouve à faire cette première plongée où, en plus, on plonge, on voyait rien. Mais genre, on voyait à 2 mètres, quoi, tu vois. Et moi, je savais qu'on était entouré de requins bulldog qui ont cette fameuse réputation pas top. Et en fait, là, tu vois, ça a été un déclencheur. Bon, la première plongée, c'est une cata. On l'a fini en super vite. Moi, je consomme mon air très vite et tout. Et en fait, pendant une semaine après, on a plongé avec Carmen et James et les autres de Pelagos. Et là, à chaque fois, ça allait beaucoup mieux. Et surtout, on a vu à chaque fois qu'on allait sur le site, il y avait des requins. Ils faisaient des suivis scientifiques et c'était passionnant d'être avec eux. Et surtout, tu vois, d'être avec eux, de vivre avec eux. C'est-à-dire, faut vraiment que tu te dises qu'on était avec un groupe de 5-6 scientifiques mexicains, il y avait une colombienne aussi, qui faisaient chacun leurs études sur un aspect différent. Et en fait, on les interviewait pendant la journée, on plongeait avec eux. Le soir, on mangeait tranquillement, on était tous ensemble. Et tu vois, donc il y avait cette connexion qui s'est créée. Et en fait, tu vois, j'imagine, toi, ça doit t'arriver aussi, c'est que tu fais une première interview et les personnes peuvent être stressées et tout. Et donc, en fait, tu dis, oh là là, mais qu'est-ce que je vais en tirer? Et en fait, la chance qu'on avait, nous, c'est qu'on était avec eux. Donc, on faisait la première interview, c'était pas top. Et en fait, on refaisait la même à la fin de la semaine. Et là, les gens étaient beaucoup plus ouverts. Et donc, tu avais ce côté humain pour vraiment humaniser ce monde de la protection marine. On a refait ça à chaque fois, hein, sur tous les projets au Mexique, sur les projets aux Philippines, qui est, en fait, c'est qui ces personnes? C'est qui ces gens qui travaillent à ça? Et donc, cette super longue introduction pour te dire qu'en fait, The Blue Quad, c'est ça. Non, c'est génial. J'adore Et interviewer les Marseillais. Ils partent tout seuls comme ça. Je te suis, j'arrive. j'ai écouté l'interview de Fred hier, je vois ce que tu veux dire. Ah voilà. Clément fait ici référence à l'épisode 69 de Storylifique, entretien avec le Marseillais Frédéric Tardieu, qui est à l'origine de la formidable fondation Sulubai, un autre enthousiaste hautement contagieux. Ah, c'est la même chose avec tout ça. C'est pas à Marseille, un truc. Mais c'est bien, je me dis pourquoi... Mais pourquoi je prépare des questions quand j'interviewe un Marseillais, moi? Je sais pas pourquoi. C'est la conscience professionnelle, mais c'est vraiment la seule raison. Hein. Non, ça va, je vais t'en poser quelques-unes quand même. Mais non, mais c'est génial, c'est ce que je voulais entendre. Donc, si j'ai même pas besoin de poser des questions, moi, c'est tout bon. Hein. Vas-y. Tu peux continuer si tu veux. Merci beaucoup. Tu vas juste me dire, les requins bulldog, alors, à quoi il faut faire attention? Ça a été quoi ton ressenti, là, quand t'en as eu quand même qui sont pas trop loin, hein, je suppose, puisque eux étaient vraiment au cœur à côté, du truc. ouais. Vraiment à côté. En fait, c'est la sensation que j'ai vraiment, ce qui me vient le plus quand je repense à ça, c'est le stress que j'avais avant chaque plongée, en fait, où je me disais, mais je repars avec les requins bulldog, et en plus, ils étaient pas petits, tu vois. Et en fait, c'est vraiment cette sensation où, quand t'es sous l'eau, tu les vois bouger, tu vois la façon dont ils se comportent et tout, et en fait, t'oublies complètement ça. Ça paraît fou, hein, mais tu vois des animaux qui doivent être dans ces écosystèmes pour que ces écosystèmes aillent bien, et toi, tu vois quelque chose de beau sous l'eau, de très beau. Et en fait, ça te pousse, tu vois, on en revient à ce que tu me demandais pour le podcast, tu vois, c'est que quand tu vois ça, c'est dur de revenir en arrière et tu finis ta plongée, pop, 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 je reprends ma vie normale comme si j'avais rien vu, tu vois. Ouais. C'est tu stresses. Moi, c'est toujours ça. Et comme je dis, je suis pas très bon en plongée, je suis toujours pas très bon. Donc, j'ai toujours ce stress un peu avant. Tu es très constant. Ouais, je reste pas bon. Ouais. Je reste pas bon et je reste à faire des plongées, en fait, qui sont exceptionnelles. Et ça, je suis vraiment... je remercie énormément tous les gens qui me permettent de faire ça. Mais tu vois, voilà, ce que j'en retiens, c'est que quand tu es à l'eau avec ces animaux, que ce soit des requins, que ce soit des baleines, si tu as la chance d'en voir, des dauphins, des otaries. Au Mexique, on a vu des otaries aussi. Ça, c'était le cadeau d'anniversaire d'Alfredo, qu'Alfredo m'a fait. Ça, je te raconterai après si tu veux. Oui, avec plaisir. En fait, quand tu vois ça sous l'eau, c'est... t'es dans un moment qui est hors du temps, et t'es aussi sur forcément, t'es sur des activités où t'as pas de téléphone avec toi, t'as rien, en fait, t'es concentré sur ce que tu fais, et tu vois, en fait, si t'as la chance de plonger dans des espaces protégés qui sont bien gérés, tu vois à quoi devrait ressembler l'océan en bonne santé. Et ça, c'est quelque chose dont tu reviens pas, en fait.
euh, tu reviens pas. Genre moi, tu vois, par exemple, là, j'habite à Marseille, je vais souvent à l'eau. Il y a des endroits qui sont protégés, qui sont très beaux. Là, ce week-end, j'étais encore en train de plonger, j'ai vu des trucs trop beaux dans l'eau. Mais je sais que si demain, j'ai la chance, je prends un bateau et je vais un peu n'importe où, ben, je verrai pas forcément ça, tu vois. Et donc, en fait, ça fait que tu te poses des questions et c'est comme ça qu'en fait, la réflexion commence en mode, bah, ok, quelle est ma place, quel est mon rôle et qu'est-ce que je peux faire aussi à mon niveau. Sachant que ton niveau change à chaque fois au fur et à mesure de ta vie, quoi, avec Pas ton différentes niveau de possibilités. plongée, quoi. Non, moi, il est toujours nul. En fait, non, maintenant, je deviens pas trop mauvais parce que je me suis tellement retrouvé À dans des force. situations improbables. Mm. Là, tu vois, c'était pareil aux Philippines. J'ai plongé sur les récifs de Tubata, qui est vraiment le temple de la plongée. C'est dans le top 3 des destinations de plongée au monde. Et c'est un endroit où c'est super compliqué de plonger parce que au milieu d'une mer qui est assez grosse, qui est la mer de Sulu, d'un coup, au milieu, tu as un atoll corallien qui monte. Donc, t'imagines toute la mer, en moyenne, il y a 1000 mètres de fond. Et d'un coup, tu as un truc qui remonte à la surface. Ah, c'est mouvementé, alors. Donc, au milieu. Ben, en fait, tu as de la marée. Donc, en fait, suivant les marées, tu as énormément de courants et tu fais des plongées qu'on appelle dérivantes. Ça veut dire qu'en fait, tu n'es pas vraiment maître de ce que tu fais, étant donné que son courant t'amène à droite, à gauche, quoi. Et bah, tu vois, une anecdote de ce tournage-là, c'est nous, on est allé filmer les Rangers de Tubata qui protègent ce site et qui est site qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est un exemple au niveau mondial en termes d'aires marines protégées. Voilà, je vais juste faire le stop pour dire, donc, Ouais. vous avez fait le... Donc, on a parlé du premier Blue Quest, qui était donc au Mexique. Ah, cette fois-ci, j'ai retenu. C'est ça. Et puis le deuxième, tu en as fait un deuxième, Blue Quest Palawan, donc aux Philippines. Et donc là où tu as été filmé 3 projets, dont Tubatara, les Rangers de Tubatara, avec la Mama Rangers, qui était une dame très connue là-bas, qui est vraiment celle qui, voilà, qui est l'esprit, on va dire, de cette protection à Tubatara. Voilà. Et donc, dans ce cadre de ce tournage-là, que tu as eu cette anecdote, là, je te laisse continuer, mais comme ça, on essaie de ne pas perdre quand même tout le monde en chemin. Ouais, Bonjour les auditeurs. Mais n'hésite pas à me dire si je perds des gens parce que, ouais, voilà, bah, salut. Et hésite vraiment pas à me le dire parce que c'est vrai que quand je commence à raconter ces histoires. Mais non, ça va, je suis là pour la suite. Tu vois, je me sens utile au moins maintenant. Tu vois, donc ce tournage, c'était. On avait fait le tournage au Mexique et en fait, après, je me suis retrouvé dans la même situation qu'avant de travailler à Barcelone. Où là, en fait, j'avais fait ce tournage au Mexique sur mes vacances. C'est comme je te disais, quand tu vis quelque chose comme ça, après tu reviens dans ton travail normal. J'ai tenu 3 mois avant de démissionner. Parce qu'en fait, de toute façon, il fallait qu'on monte ce documentaire. On était parti au Mexique juste dans l'idée de faire des micro-vidéos pour chaque projet, un pack de photos et tout. Et c'est en rentrant avec Jérôme, on s'est dit, mais ce qu'on a dans le disque dur, ouais, on a un film. Donc maintenant, il faut faire un film. Donc il faut le faire à l'envers parce qu'on n'avait rien écrit avant. Et donc ça va prendre super longtemps. Et donc en fait, voilà, moi j'ai quitté mon boulot pour revenir à Marseille, être plus proche de Jérôme et qu'on fasse ça. Et bon, très rapidement, de fil en aiguille, on a fini le film le premier jour du confinement du Covid. Donc là, je suis allé récupérer discrètement chez Jérôme le disque dur avec le film dessus et j'étais voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant? On a un film, qu'est-ce qu'on fait? On allait justement l'avoir pris un an pour le monter, enfin pour le faire, et puis on l'a fait juste au moment où on sait plus rien en faire, c'est bien. Voilà. Exactement. Et en fait, là, je me suis formé très vite sur ce que c'est le circuit de la distribution et tout, qu'est-ce qu'on fait avec. Je l'ai inscrit à plein de festivals et on a eu la chance d'en gagner quelques-uns. Mais en fait, je me suis retrouvé dans la même situation où j'avais plus de boulot, j'avais plus trop d'argent. Et là, j'ai retrouvé. C'était une bonne idée de démissionner juste avant le Covid. Hein, c'est facile pour retrouver. Ouais, c'était pas mal. Excellent. Et encore, là où j'ai eu de la chance, c'est que mon but, c'était de démissionner. Je pensais qu'on allait finir le film en 3 mois, pardon. Et que là, j'allais aller vivre en Polynésie pour vivre plus proche de ma passion, dans la protection marine et tout ça. Donc, je te laisse imaginer la situation si j'étais arrivé en Polynésie 2 semaines avant le confinement avec pas de travail. Ouais, ça aurait pas été top. Et donc voilà. En fait, j'ai travaillé pendant 3 ans dans une fondation de protection marine qui était basée à Marseille. Donc, j'ai encore une fois retrouvé ce boulot au dernier moment où il me restait pas beaucoup sur mon compte et c'était ça ou vrai. Et en fait, voilà, juin 2020, j'ai commencé ce travail que j'ai fait pendant 3 ans où je me suis régalé et je suis passé de l'autre côté, tu vois, dans le financement des projets. Mais pour revenir sur le tournage, en fait, c'est qu'au bout de 3 ans, j'ai eu l'impression, j'ai fait un peu le tour de tout ça et je voulais repartir, en fait. Je me disais, ce qu'on a avec Jérôme, ce qu'on a dans les mains, il y a quelque chose à faire. Ça a vraiment servi au projet au Mexique qu'on a vu. On est toujours en contact avec eux, on continue à les aider et ça leur sert, en fait. On a vu que ça servait. Et là, tu vois, Frédéric Souloubaï a une petite partie de son projet qui a été financé par Pure Océan sur une année. Donc, je me retrouve à rencontrer Frédéric. Et donc, tu travaillais pour Pure Océan? Je travaillais pour Pure Océan. Donc, j'ai travaillé pendant 3 ans, voilà, à faire cette recherche de fonds.
Et sur un événement, je rencontre Frédéric. En fait, à l'ONU, il y avait un événement, la conférence des Nations Unies sur l'océan à Lisbonne en 2022. Et là, je rencontre Frédéric, mais on se connaissait déjà de vue et tout ça. Et en fait, ça match direct. Tu C'est vois, pas possible de faire quand autrement, je crois, avec Frédéric. Ça peut que matcher. c'est pas Ouais, ouais. possible. C'est pas possible. Et tu mets deux Marseillais en plus. Ah, Et c'était donc la là, c'est mayonnaise qui direct t'est parti pris, en ouais. mode. Ah ouais, c'est direct, tu vois. Donc, et là, je lui dis, Fred, là, potentiellement, moi, je vais quitter mon boulot et il y a des chances que tu nous vois débarquer d'ici moins d'un an pour faire un documentaire. Et début 2023, je me suis mis à fond en me disant, bon voilà, là, cette fois, je veux que Jérôme soit vraiment payé, parce il avait été payé pour le Mexique, mais c'était plus symbolique qu'autre chose. Et puis, moi, ça me dérange un peu, tu vois, de dire aux gens, bah voilà, alors, ton travail, si c'est pour de la protection de l'environnement ou du social ou quoi, tu vas le faire gratos. Par contre, voilà, je voulais vraiment lever des fonds pour que Jérôme soit payé, que la logistique soit couverte et tout. Moi, l'idée, c'était que ça me coûte rien. Moi, je suis fondateur et dirigeant de l'association. Je n'allais pas me payer dessus, mais je voulais au moins que ça me coûte pas trop, Ouais, tu vois. pour changer. Donc, en fait, là, on a fait... Ouais, pour changer. Arrêter que ça soit plus financier. Et donc là, en fait, on a fait une levée de fonds un peu éclair. Et on s'est retrouvé en mai 2023 avec le budget à partir aux Philippines. Et donc, en fait, bon, de fil en aiguille, on se retrouve on débarque sur l'île de N'oublie pas que tu m'as Fred laissé dans les pour remous commencer le tournage. de Tubatara, hein, que j'attends toujours la suite là-bas. Et, Hein. et voilà. Alors, on va aller direct. Oui, Donc, on va aller à Tubatara je reviendrai, d'abord. si tu veux, sur le tournage avec Fred. Allons à Tubatara. Bon, disons que le tournage a commencé Fred, on à arrive. Tubatara. Hein. Voilà, oui. On Voilà, reviendra. Fred, Oui. On est n'oubliera là. pas Mais ton de toute île façon, on va confetti. beaucoup parler de Fred Certainement. avec ouais, surtout pas. Et en fait, voilà, moi pour faire une micro parenthèse, on est ambassadeur avec Jérôme à côté avec The Blue Quest d'une fondation américaine qui s'appelle Marine Conservation Institute et qui en fait s'occupe de noter et donner des awards aux meilleures aires marines protégées dans le monde, qui répondent à un tas de critères et ça leur permet d'être certifiés suivant leur niveau de protection. Tant qu'on est dans les parenthèses, voici pour rappel la définition d'une aire marine protégée par Frédéric Tardieu de la Fondation Sulubai, reconnue internationalement pour son travail, entre autres sur les récifs coralliens. Extrait tiré évidemment du documentaire Palawan. Et aujourd'hui, le problème des océans, c'est le siphonnage des ressources. Et les poissons disparaissent à vue d'œil. Ils n'ont pas le temps de devenir géniteurs une fois dans leur vie qui sont déjà ramassés. Donc, il faut voir large. Voir large, c'est partir dans des sanctuaires. On a réussi à obtenir notre première aire marine protégée en 2018, mais le sens aire marine protégée, c'est-à-dire que l'être humain s'engage à vitam aeternam à protéger un site, pas à mettre des bouées, pas à dire sur un papier j'ai 50 hectares protégés. Non, c'est te battre pour ton territoire. C'est toutes tes nuits te lever quand tu entends un moteur qui te paraît suspect et y aller et contrôler avec ta torche. Et c'est ce qu'on a fait pendant presque 6 ans avec Thomas. Et là, les choses ont changé complètement. Ce qu'il faut savoir, c'est que Tubatara fait partie des meilleurs. Et c'est aussi pour ça qu'on avait choisi d'aller tourner à Palawan. C'est qu'on savait qu'il y avait le projet de Fred et on savait aussi qu'il y avait Tubatara. Et qu'on allait pouvoir avoir les contacts grâce à Marine Conservation Institute. Donc là, on retourne dans les remous. en amont, on avait parlé un peu... très vite fait pour y arriver. Mais on est déjà avec Non, Tubatara. on approche. En amont, on y va. Parenthèse Donc, de feu. En amont, on avait pas mal... on avait pas mal parlé avec Angélique, donc avec Mama Rangers, qui nous disait que en fait, on pouvait pas aller filmer sur la station des Rangers parce que il y avait pas le droit, c'était trop compliqué, les conditions de vie étaient trop spartiates. Elle avait peur pour nous, en fait. Il faudrait que tu expliques quand même ce qu'est justement la station des Rangers, quoi. C'est fou quand on voit tes images, tu dis ah ouais quand même. 2 mois là-bas. Ah ouais, c'est ça, c'est compliqué. Et en fait, donc on échange avec Angélique et qui nous dit, mais en fait, Tubatara, c'est une destination de plongée connue. Vous pouvez prendre une place sur un bateau de plongée parce que c'est comme ça que les touristes y vont. En fait, c'est une semaine sur un bateau de plongée qui est là-bas et les gens sont dans leur cabine avec le confort nécessaire. Donc moi j'ai expliqué à Angélique que de 1 on n'avait pas le budget pour ça parce que ça coûte très cher et de 2 nous on voulait surtout filmer les gens qui faisaient de la protection quoi. Moi j'allais pas là-bas pour plonger, je leur avais pas raconté toutes mes histoires sur la plongée mais je n'ai pas précisé en disant je m'en fous en fait un peu de plongée, enfin pas je m'en fous, ça serait trop bien mais mon but c'est plutôt de vivre avec les Rangers. Et donc au final la confluence s'installe. Là on arrive à Puerto Princesa qui est la ville dont on part à Palawan pour aller sur Tubatara et là il y a
de dépression, donc de phénomènes météo qui font que les bateaux sont coincés. En plus, juste avant, il y avait un bateau qui avait coulé sur Tubata. Enfin, c'était un peu le branle-bas de combat. Et en fait, nous, au final, tout le temps qu'on devait passer sur place, il a été raccourci. On a attendu un peu à Puerto. Mais on est quand même arrivé pour passer 3 jours au bout d'un moment avec les protecteurs du site, qui sont ces équipes de rangers où chaque mois, donc il y a une dizaine de rangers de plein de corps différents, qui sont des gardes-côtes, qui sont de la marine, qui sont du Tubata Management Office, donc géré par Angélique, et qui est cette équipe de rangers qui a pour but d'assurer la protection du site, c'est-à-dire de patrouiller autour de ce site exceptionnel, de faire du suivi scientifique et d'assister en fait pendant la saison touristique, être sûr que les mouillages soient prêts, que les bateaux soient bien en règle, faire du contrôle. Et donc on a passé 3 jours de fou avec les rangers. Il faut vraiment que tu imagines que on part avec un bateau de plongeurs qui a déjà perdu 2 jours sur sa croisière qui coûte très cher. Donc on part sur un bateau où tout le monde était là avec la tête, comme on dit à Marseille, les gens marronnaient quoi. Les gens n'étaient pas contents. Nous, on était trop contents de partir quand même. Le matin, le bateau arrive à Tubata. Là, les plongeurs, vite, ils se préparent pour se mettre à l'eau pour faire leur briefing. Et c'était des gens avec qui on avait parlé. C'était tous des gens qui avaient énormément de plongée. Il faut un gros niveau de plongée pour plonger à Tubata. En fait, c'est super dangereux. Les rangers viennent nous récupérer en passant. J'écoute un peu, j'entends le briefing qui dit « Là, aujourd'hui, vous oubliez tout ce que vous savez, vous me suivez, c'est pour votre survie. » Et donc, j'étais là « Ok, bah salut, amusez-vous bien. Nous, on part avec les rangers. Et en fait, je me disais « Mais là, on n'a plus le temps, on va plus plonger. Donc, on va vraiment être focus sur vivre avec eux, faire les interviews. » Et donc, j'étais un peu là en mode « Ça va. » Je vais pas risquer ma vie cette fois-ci. Et cette fois-ci, ça va. Bon, après, on a vu la station de Rangers, on s'est dit, ouais, on va peut-être risquer notre vie parce qu'effectivement, comme tu dis, en fait, il faut vraiment imaginer une plateforme de 100 mètres carrés qui a 22, 23 ans. Une espèce de cabane sur pilotis, là. C'est une cabane sur pilotis qui s'est cassée la gueule de plein de façons différentes, qui a été réparée. Et en fait, les Rangers vivent là par rotation de 2 mois. Et en fait, leur travail, il est nécessaire parce que ce qu'il faut savoir, c'est que s'ils sont plus là, même pendant une semaine, énormément de bateaux de pêche vont venir ratisser l'endroit. Voici la Ranger Station de Tubata. Elle est située sur l'atoll nord à 150 km des côtes les plus proches. Des équipes de rangers s'y relaient toute l'année par rotation de 2 mois. À marée haute, cernée par la vie marine, la station est le seul point émergé de l'atoll. Bonjour Clément, est-ce que c'est facile de surveiller la mer ? La question, elle est trop bien. La question, elle est trop bien parce que j'aurais peut-être pas, comme tu as vu, je suis pas un fil très clair, donc j'aurais peut-être pas pensé. La question de ta petite fille, elle est trop bien parce que non, comme je te disais au facile, début, parfois quoi. elle pose des questions, on pense qu'on connaît la réponse sans y réfléchir, et puis elle dit, mais non, mais en fait, c'est tout à fait basique, elle a tout à fait raison, c'est une très 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 bonne question. Ça va éclairer justement sur toute la difficulté des aires marines protégées, donc c'est bien. C'est ça. C'est ça, mais en fait, cette question, elle est fondamentale parce qu'on pourrait se dire, en fait, oui, c'est simple, il y a un mec qui fait un tour en bateau et c'est réglé. Déjà, non. Il faut plein de tours, il faut vraiment surveiller de manière efficace, il faut plusieurs bateaux. Et en fait, l'autre problématique, c'est que ça coûte extrêmement cher. Moi, je vais te donner un exemple. J'avais rencontré un scientifique sur une conférence internationale qui était spécialiste des coraux profonds. Et donc qui étudiait des coraux qui étaient à 80 mètres. Et la recherche et la protection sont un peu dans la même veine, hein, c'est pour ça que je te dis ça. Et en fait, il était choqué parce qu'il revenait d'une semaine d'études d'amis scientifiques à lui qui avaient fait une étude sur la forêt. Et il me dit, mais en fait, eux, ils y vont, ils plantent une tente et ils sont sur le terrain de recherche constamment pendant une semaine. Moi, mes coraux, si je fais 5 jours, d'études, je descends en plongée à 80 mètres, je peux passer 4 minutes avec les coraux. Et je remonte. Et ça, c'est ma journée d'études. Parce que la remontée fait donc, en gros, 3-4 heures avec les décompressions. Exactement. Et donc, en fait, il faut se dire que tout ce qui touche à la recherche, mais aussi à la protection, quand ça touche au monde de l'océan, c'est beaucoup plus cher et beaucoup plus dur. Quand on doit surveiller une zone, une aire marine protégée, c'est obligatoirement des patrouilles en bateau, c'est obligatoirement en fait, du temps sur l'eau. Et s'il n'y a pas ça, la zone n'est pas protégée. Il y a aussi plein de choses qui rentrent en considération, c'est la façon dont ces espaces ont été définis. Est-ce qu'ils ont été définis en conciliation avec les parties prenantes, avec les populations locales qui, le cas échéant, comme c'est le cas chez Fred, sont parties prenantes de la protection. Mais quoi qu'il se passe, ça coûte cher. Tu vois, même des projets comme celui de Fred,
c'est des gros budgets. La protection, ça paraît bête comme ça, mais un bateau, ça coûte cher, quel que soit le pays dans le monde où tu es. L'essence, ça coûte cher, quel que soit le pays dans le monde où tu es. Et le salaire des gens, ça coûte cher aussi. Et en fait, quand tu mets ça bout à bout, bah, tu te retrouves avec des budgets qui paraissent énormes par rapport à, on me dit juste, il y a des gens qui vont surveiller, tu vois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que partout dans le monde, c'est ces problématiques-là de surveillance et de protection, c'est que ça coûte beaucoup plus cher sur l'eau. Il y a un bateau qui potentiellement est en train de pêcher là où il devrait pas, qui n'aurait pas le droit de pêcher et tout. C'est-à-dire qu'il faut y aller, prendre le bateau, le suivre, et déjà l'avoir vu peut-être potentiellement sur le radar et tout ça. Donc c'est du matos. Et en fait, la priorité, c'est aussi d'instaurer une présence dissuasive. Et c'est ce que font ces rangers à Tubata. C'est ce que d'autres rangers font partout dans le monde. Et ça, c'est nécessaire parce que même s'il y a des endroits qui sont là depuis longtemps, comme Tubata, qui sont instaurés, où les gens savent qu'ils auront des gros problèmes s'ils vont pêcher là-bas, si demain, les Rangers n'y sont plus, c'est Mama qui le dit dans le docu. Je lui demande, elle part à un moment, il y a une tempête, tous les Rangers doivent évacuer. Pour la première fois en 22 ans, il n'y a personne. Et le lendemain, ils sont tous là, il faut qu'on y retourne, Et tu vois, genre, moi, je dis, bon, ok, il vient de prendre une tempête, il peut peut-être prendre 2-3 jours sur place, à terre, au calme. Et en fait, la question que je lui pose, c'est, mais est-ce que tu penses que si pendant une semaine, il n'y a personne, les pêcheurs reviennent? Et elle n'a même pas hésité une seconde, elle fait, oui, directement. Parce qu'il y a des enjeux économiques, parce que c'est un endroit qui foisonne de biodiversité et qui attire des convoitises. Donc non, c'est très très compliqué de protéger la mer, c'est plus compliqué de protéger la mer que de protéger la terre. Et aussi pour d'autres raisons, c'est que on connaît super mal l'océan aujourd'hui. Une bonne protection, ça passe par d'abord de la connaissance. Si on ne connaît pas les milieux, on ne peut pas bien les protéger. Et pour ça, il faut de la recherche. Et de la même manière que la protection, la recherche scientifique sur l'océan, c'est long, ça coûte cher, c'est des milieux qui sont difficiles déjà à aller. Tu vois, n'importe quelle mission de recherche va prendre un bateau. C'est déjà le prix du bateau comparé à une mission sur Terre. Le prix de l'essence, le temps sur place, les conditions qui changent. Aujourd'hui, tu as déjà dû l'entendre 50 fois dans ce podcast, et les gens qui écoutent l'ont entendu 50 fois, mais on connaît mieux la surface de la Lune que le fond des océans. Et ça veut tout dire, tu vois. Aujourd'hui, s'il faut qu'on protège l'océan et le fond des océans, c'est quelque chose qu'on connaît encore assez peu, où il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et ça devrait être une priorité aujourd'hui. Ça devrait être une priorité de financer cette recherche, parce qu'on le sait, l'océan, c'est notre meilleur allié dans tout ce qui est dérèglement climatique, mais c'est aussi notre meilleur allié dans tout ce qui est nutrition. Alors en fait, c'est notre poumon bleu, quoi. On ne survivrait pas sans un océan en bonne santé. C'est bien que tu le répètes. Je vais te poser la question de mon autre petite fille, parce que tu disais, voilà, la recherche, c'est super important. Et donc, j'avais parlé, parce que je prépare avec elle. Donc, voilà, il y a la recherche. Et donc, on sait bien qu'il y a 3 fois plus de poissons dans les aires marines protégées, après X temps, etc. Et donc, elle posait cette question-là. Bonjour Clément, est-ce que c'est difficile de compter les poissons? Parce que, bon, après, c'est vrai que c'est charmant, c'est dommage que j'ai pas pu l'enregistrer, mais elle me dit, ouais, comment ils font pour compter les poissons? Parce qu'ils se ressemblent tous, quoi, dans la même espèce, ils se ressemblent tous, ils leur mettent un collier, non, le collier, ça va être un peu compliqué. Mais c'est vrai, comment, quelque part, on fait pour les et ils bougent tout le temps, en plus, les poissons. Mais je dis, mais t'as raison, ma chérie, je me suis pas posé la question, donc c'est bien que tu la poses, vas-y, c'est super. Écoute, c'est encore une fois, tes filles posent des questions qui sont vraiment pertinentes. Parce que moi, je le savais même sans le savoir, je l'ai appris il n'y a pas longtemps sur l'île de Fred, justement. Comment tu fais pour compter les poissons? C'est tu fais ce qu'on appelle des transects, où en fait, tu vas plonger sur une certaine distance. Et sur cette distance exactement, tu vas compter le nombre de poissons. Et après, tu fais ça à différents endroits sur le récif. Et après, il y a une extrapolation de données et ça te donne une idée de la biomasse. C'est comme et comment tu fais pour compter les poissons qui tournent en rond? Alors, si je me souviens bien, parce que quand on est arrivé... Alors, parce que je tiens absolument à rappeler, je l'ai déjà dit au début et tout, mais je ne suis pas scientifique. Oui, et c'est pour ça que je fais ça. Mais t'as pas eu de petite fille qui t'a posé la question de comment on fait pour que tu puisses un peu triturer les scientifiques pour savoir exactement leur technique pour pas compter 5 fois le même. On l'a vu en arrivant au tout début du tournage justement de The Blue Quest Palawan. Les équipes de Sulu Bay étaient en train de faire des formations aux pêcheurs locaux pour justement être partie prenante du suivi des aires marines protégées. Et donc, c'était une formation à de la plongée et à de la plongée biologique ou de la plongée de suivi de scientifique. Donc, en fait, les premiers jours, on était à l'eau avec eux. Et en fait, ils déroulent au fond. Et là, encore une fois, je ne suis pas scientifique, donc je peux dire des bêtises. Mais de ce que j'ai vu, en tout cas de mes yeux, ils déroulent au fond un équivalent mètre. Et sur 10 mètres, ils vont compter ce qu'ils voient en nombre de poissons. Je pense, si j'ai bien compris, c'est que tu dois plonger, avancer à une certaine vitesse, regarder tout droit. Et ce que tu vois, tu le comptes. D'accord. Et tu refais ce transect
tu le refais à plusieurs endroits et tu le refais à différents moments dans l'année. Et au bout d'un moment, tu extrapoles les données. Encore une fois, soumis à à vérification, hein. Mais de ce que j'ai vu, en tout cas, c'était ça. C'était vraiment cette façon de les compter sous l'eau. Et après, tu as plein d'autres façons différentes. Ça veut dire que tu peux aussi, c'est ce que fait Sulubai et ce que font beaucoup de projets de protection marine qui marchent, c'est l'implication des pêcheurs. C'est-à-dire que tu peux aussi compter par rapport aux prises de pêche, où tu fais des études avec les pêcheurs pour voir ce qu'ils ramènent dans leur filet. Et ça te donne une assez bonne idée de ce qu'il y a sous l'eau. Et ça te donne aussi une bonne idée que malheureusement, les choses, souvent, la ressource en poisson diminue. Tu as aussi aujourd'hui plein de techniques, on va dire un peu plus technologiques qui permettent de faire ça. Fred, autour de son île, il a immergé des hydrophones, donc qui permettent d'avoir l'acoustique de ce qui se passe dans le récif. C'est un sujet qui est vraiment en train de pousser ces dernières années. C'est que l'acoustique en sous-marin donne beaucoup d'infos sur la biomasse et le nombre de poissons qui sont présents. Et après, encore une fois, on commence juste à avoir le champ des possibles avec toute la technologie, les ordinateurs, l'intelligence artificielle pour faire ces comptages, en fait, pour avoir ces données sur lesquelles on va s'appuyer pour mettre en place des mesures de protection efficaces. Okay. Et ça, je trouve ça passionnant, en fait. Tu vois, si je reviens encore là-dessus, je fais encore un aller-retour sur encore un autre truc. Et tu vois, The Blue Quest, le but, c'est ça, c'est de donner la parole à ces scientifiques qui travaillent sur le terrain depuis des années, qui ont les infos, qui ont les connaissances, qui savent ce qu'il faut faire. Et nous, on vient, tu vois, en toute humilité à notre petit niveau, pour les mettre en avant et qui nous disent ce qui se passe, tu vois. Typiquement, quand on est sur l'île de Fred, Victor, Laure et tout ça nous expliquent ce qui se passe. On est à tant de biomasse, il se passe ça avec les villages. On a vu que ça marche pour la protection. On a vu que ça marche pas. Et en fait, aujourd'hui, là, notre priorité, c'est d'écouter ces scientifiques. Donc nous, à notre petit niveau, avec The Blue Quest, on essaie surtout de les mettre en valeur via des documentaires pour donner envie, en fait, pour donner envie. Et comme ça nous permet de répondre à ces questions. Comment on compte du poisson ? Je ne savais pas il y a un an, où j'avais une idée pas très claire là-dessus. Et en plus, c'est super important parce que, comme je te disais, aujourd'hui, comment on voit si des mesures de protection, si des espaces protégés marchent ? In fine, c'est avec des suivis scientifiques. C'est avec ça, quoi. Tu dis, la biomasse a augmenté, il y a plus de poissons, très bien, c'est-à-dire que les mesures marchent. Ah, il y en a moins, non, ça marche pas. Il y a telle population de poissons qui est revenue, ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. C'est des gens qui disent, ça, il y en avait plus. Et ça revient. Tu vois, je me souviens le tournage qu'on avait fait au Mozambique. On interviewait les chefs de village et qui nous disaient, maintenant qu'on a mis en place Serre Marine Protégée depuis quelques années, moi, il y a des espèces que j'ai jamais vues, que mon père m'a décrites et que je pêche aujourd'hui avec mon fils. Ok, ah ouais. Et tu te dis, waouh, c'est puissant, quoi. Ouais. Il y a une résilience, en fait, dans l'océan qui est vraiment incroyable. On commence à peine à la découvrir. Mais à partir du moment où on le laisse tranquille et où c'est protégé, et ce qu'on appelle en fully protected, donc c'est-à-dire vraiment protégé avec les activités extractives et destructrices qui sont interdites, là, on a vraiment des résultats qui sont super rapides. Je te donne un micro-exemple là-dessus, si tu me laisses te faire une Oui, je te laisse faire. Tu vois bien, je te laisse faire aujourd'hui. C'est open bar. C'est gentil. J'apprécie. Merci beaucoup. Et tu vois, quand on a rencontré Fred à l'ONU, à Lisbonne, moi, j'en ai aussi profité pour rencontrer Marine Conservation Institute, où j'étais ambassadeur depuis quelques années, mais on s'était jamais vu à part en visio. Et eux, ils m'avaient demandé, mais en fait, on a un Blue Park, donc c'est ces parcs-là, ces aires marines protégées qui sont exemplaires, qu'il y en a une qui est pas loin de chez toi, à Bagnols-sur-Mer, à la frontière j'adore espagnole. Bagnols, je la connais. C'est le seul endroit où j'ai envie de retourner en vacances plusieurs fois. Il y a même une petite promenade aussi, pour une promenade sous-marine que je fais avec mes filles. On va lire les petits panneaux et tout. J'adore cet endroit, le biodiversarium de Bagnols-sur-Mer. C'est pas la première fois que je les salue dans le programme ici, mais j'adore leur truc où les filles, on peut aller voir du plancton, ils expliquent. Il est super bien fait. Je suis fan de Bagnols-sur-Mer. Vraiment. C'est un des plus beaux endroits de la Terre pour moi. Écoute, moi, je suis devenu fan aussi. Pareil. Et j'y retourne quand je peux parce que, en fait, pour te donner un peu l'idée, c'est genre là, nous, le dernier tournage qu'on avait fait, c'était le Mexique, où pour le coup, on s'en était pris plein la vue en termes de vie marine, mais genre vraiment plus que ce que tu peux imaginer. Enfin, moi, j'ai vu toutes les espèces que je rêvais de voir depuis gamin, avec des espadons, des grands requins blancs, des otaries et tout. Et là, donc à Lisbonne, je rencontre Sarah, Lens, qui sont devenus des amis, et qui me disent, moi, tu veux pas aller faire un petit reportage sur Bagnols-sur-Mer ? Et j'étais un peu là en mode, ouais, je veux bien, mais en vrai, moi, je comptais quand même qu'on aille voir des trucs plus stylés, quoi. Genre. Ouais, c'est ça.
Donc je leur dis, bon, ben ça va, allez, moi, je bossais encore chez Pure Océan à l'époque. Je dis, bon, on va faire ça sur un week-end avec Jérôme, c'est cool, nous, ça nous remet le pied à l'étrier. Ça faisait 2 ans qu'on n'était pas partis. Et on arrive à Bagnoul, tu vois, sans rien attendre, en se disant, bon, bah, c'est la Méditerranée. Moi, tu sais, je me disais, bon, bah, ok, la Méditerranée, je la connais, je suis à Marseille. C'est cool, mais bon, est-ce qu'il y a vraiment des trucs sympas? Et là, mais on s'en est pris, mais plein la tête. Comme tu dis, il y a ce sentier sous-marin. On se met là dans le sentier sous-marin. Au bout de 20 mètres, à 20 mètres du bord, tu commences à avoir des mérous. Et après, tu commences à avoir des sartembours qui sont énormes. Et tu te dis, mais c'est quoi cet endroit? Où est-ce que je suis? Et on a passé donc un long week-end, un week-end prolongé avec les équipes du parc qui nous ont tout expliqué sur cette réserve, depuis quand elle existe, comment elle est gérée. Elle existe depuis 50 ans. La vie qui est revenue en 50 ans, elle est Des incroyable. beaux herbiers de Posidonie. Ouais. Ouais, et une vie marine, mais qui est folle. Et genre, Trop moi, beau. j'y suis retourné pas mal de fois avec ma copine, justement, où on s'est mis à l'eau plein de fois dans le sentier. Là, on en parlait, justement, ce week-end, d'y retourner là-bas pour aller y plonger. C'est un endroit qui m'a, tu sais, qui m'a fait du bien aussi, parce que tu te dis, bah, ok, là, on a choisi la facilité, mais quand tu dis on va au Mozambique, on va au Mexique, on va aux Philippines, ces endroits qui sont connus pour avoir encore de la biodiversité marine. Donc nous, c'était important pour nous pour pouvoir montrer des choses cool et lancer un peu la machine. On s'est dit, Bagnoul, on se met un peu plus en danger, c'est la Méditerranée, est-ce qu'on va avoir des choses sympas à montrer? Et en fait, c'était fou. Et l'histoire, elle est trop belle, quoi. Et tu vois, là où on était trop contents, c'est qu'on était en 2022, quand ils étaient en train de faire toutes les concertations avec les parties prenantes pour étendre la réserve. Et donc, nous, on a sorti ce micro-documentaire qui, derrière, les a aidés dans ces consultations publiques à faire valider l'extension de la réserve. Et là, elle a été doublée. La superficie de la réserve a été doublée. Et ils font un travail qui est fou. Enfin, je les salue s'ils écoutent. Et vraiment, on a aussi, un peu toujours pareil, quand tu rencontres des gens qui bossent dans ces milieux, on a rencontré aussi des belles personnes. Et tu vois aussi que des fois, il faut pas beaucoup. Tu as une petite équipe qui est sur place. Si je me souviens bien, leur budget, il est pas énorme, mais les effets sont fous au niveau protection de l'environnement, mais au niveau économique pour Bagnols, au niveau social. Et puis c'est un super exemple, important quoi, de voir au niveau qu'on peut mondial. rester en France et avoir des plongées juste trop top, quoi. Il y a Ouais. Porquerolles, il y a Bagnols, il y a encore des endroits. D'une fois qu'on laisse vivre les choses, ça reprend, quoi. Il y a rien à faire C'est d'autre ça. que de laisser C'est tranquille. ça. C'est ça, et tu vois, si tu veux aller plus loin, tu peux faire. C'est ce que disait Fred, on en parlait en fait la dernière fois. C'est effectivement la grosse priorité, c'est d'abord tu laisses tranquille. Si jamais il y a le budget pour faire de la recherche scientifique et tout, c'est super important pour mettre en place les bonnes mesures. Mais si déjà à la base tu laisses tranquille, la vie revient, quoi. On n'a pas passé des points de non-retour, la résilience de l'océan elle est énorme. Mais il faut qu'on s'y mette et qu'on s'y mette maintenant. Tu vois, aujourd'hui, je pense que tu sais, mais les États sont engagés fin 2022 à protéger 30% des terres et des océans d'ici 2030. Ouais, quand on sait que les aires marines protégées, on autorise l'extraction et le chalutage, tu te dis, ils savent encore la définition d'une aire marine protégée. Donc sinon, c'est facile d'augmenter de 30%. Tu vois, c'est très symbolique, comme tu disais. Ouais, c'est ça. Il y a un point qui est super, moi, je trouve positif là-dedans. C'est qu'effectivement, on fait un peu n'importe quoi en mode, c'est bon, aujourd'hui, nous, on est à 33% d'air marine protégée, sauf que tu as le droit de faire du chaluton, tu as le droit de tout faire dedans. C'est scandaleux. Mais aujourd'hui, c'est visible. C'est-à-dire que là, il y a eu une conférence il y a peu de temps en Grèce, où la France, nous, on n'est pas... Il n'y a pas eu une bonne publicité, on est même passé un peu pour des nuls, parce que justement, les gens commencent un peu à gueuler au niveau international, en mode, vous annoncez 33% d'air marine protégée, pourtant... il y a encore du chalut dans vos aires marines protégées. Là, dernièrement, on est allé, comme on dit à Marseille, marronner, parce que les Anglais ont strictement protégé leurs aires marines protégées, donc nous, on peut plus aller pêcher dedans. Donc t'imagines, on en est à ce niveau-là quand même, de pousser en mode, attends, ils ont protégé, on peut plus aller pêcher. Enfin, c'est vraiment problématique, mais aujourd'hui, moi, le positif que je vois là-dedans, c'est que ça devient visible, que la deadline de 2030, elle approche, que l'année prochaine, la France reçoit la conférence des Nations Unies sur l'océan, et qu'en fait on ne pourra plus se cacher là-dessus. Donc en fait ce sujet il pousse, il y a beaucoup de pays dans le monde qui sont en train de vraiment s'engager. Tu vois, la République dominicaine a atteint ses 30% de protection réelle, les Philippines avancent très très vite, moi je parle de ce que je connais,
Le Mexique, ils ont plusieurs projets. Mais donc, ouais, c'est vraiment sur la protection, on sait ce qu'il faut faire. En fait, aujourd'hui, on sait ce qu'il faut faire. Il y a plus qu'à le mettre en place. La recette, elle est simple, elle est connue. Faut impliquer les parties prenantes, les écouter, faire des concertations, mettre en place des plans de gestion et c'est parti. Allez, à quoi. mon tour de faire une digression, j'ai le droit, hein, parce que il y a chacun son tour. Qu'est-ce que tu penses des actions comme ceux de Sea Shepherd, qui se disent voilà plus pirates, vraiment plus dans l'action, qui vont beaucoup plus loin. Ben, je pense que c'est nécessaire. Mhm. Je pense que c'est nécessaire. Aujourd'hui, en fait, il y a plein de moyens possibles d'agir. Ça, je pense que c'est super important. Et on peut aller à différentes échelles dans l'activisme. Sea Shepherd, ils ont fait quelque chose qui est exceptionnel. Je pense c'est que depuis que je suis petit, j'entends parler de Sea Shepherd, il y a eu des documentaires sur eux. Ça a ouvert les yeux sur des sujets. Sur des sujets où il fallait que ça avance, notamment la pêche à la baleine et tout ça. Je suis aussi beaucoup l'ONG Bloom, qui fait un travail qui est remarquable, qui est incroyable pour justement amener cette connaissance là-dessus. Mais tu vois, comme je te disais, c'est encore là aussi ces différents niveaux d'activisme. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de tous les niveaux. Il y a des gens qui le disent beaucoup mieux que moi, ça. Donc, il y a plein de podcasts qui en parlent. Mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, tu as besoin d'activistes qui poussent en mode bah là ça va pas, il y a des problèmes, donc il faut vraiment qu'on mette le doigt sur ces problèmes et en fait s'il se passe rien, qu'on agisse et des fois c'est pas dans le cadre des lois. Et tu as d'autres acteurs qui sont plus proches des institutions et qui vont permettre aussi de faire bouger les choses de l'intérieur. Et je pense qu'il faut ce mix aujourd'hui, déjà pour alerter le grand public, pour bouger quand ça va pas assez vite. Aujourd'hui, il faut vraiment se rappeler qu'on est dans une urgence climatique, dans une urgence de biodiversité et qu'on va pas pouvoir attendre. En fait, on peut pas attendre des fausses mesures ou des fausses promesses. Donc, je pense qu'en fait, l'ensemble de cette échelle-là est nécessaire. Je suis assez d'accord avec toi. Et tu vois, il y a aussi tu te souviens du documentaire Seaspiracy Seaspiracy, oui, je l'ai pas vu, mais oui. Sorti, ouais. C'est un des trucs qui est sur ma en liste. gros, il est sorti il y a 3 ans maintenant. Ouais, et tu vois, en fait, ce documentaire, il avait été fait d'une façon qui a été beaucoup décriée depuis, en mode c'est des techniques d'interview qui sont pas top, et ça fait des raccourcis sur des sujets. Mais tu vois, aujourd'hui, effectivement, le documentaire fait des raccourcis, mais qu'est-ce qu'il a fait, ce documentaire? Il a ouvert les yeux à plein de personnes qui, normalement, n'auraient rien à faire du sujet et qui, en l'ayant vu, se disent tiens, je vais pas commander mon plateau de sushi, je sais pas d'où il vient, tiens, je vais changer cette habitude et tout. Tu vois, aujourd'hui, ce monde de la pêche, c'est de la consommation des ressources de l'océan, c'est de plus en plus connu, mais en fait, on sait pas. Moi, je me rends pas trop compte parce que tu vois, quand tu es dans ces milieux de gens qui travaillent là-dedans, forcément, tu dis tout le monde est au courant. Et en fait, tu te rends compte que pas vraiment. Donc, je pense qu'il y a besoin d'une multitude d'acteurs et ça va justement à tous les niveaux du spectre où tu as de l'activisme qui peut être, en fait, s'il se passe rien, au bout d'un moment, il faut y aller, il faut pousser, il faut mettre en avant cette problématique-là. Et ce qu'on appellerait toujours de l'activisme, mais qui se fait à l'intérieur des mécanismes gouvernementaux. Aujourd'hui, on a la chance de vivre encore en démocratie. On a la chance d'être en Europe. Il y a des façons de faire les choses. Et on a la chance de pouvoir pousser des sujets à l'échelle nationale, à l'échelle européenne. Et tu vois, je pense que tout le monde peut s'impliquer là-dessus. Et il y a plein de façons de s'impliquer. Et une des façons, la priorité, c'est d'abord de se renseigner, quoi. Ensuite, après, on peut agir avec des pétitions, on peut agir pour se rapprocher des associations et tout ça. Mais oui, je pense qu'il faut tous ces acteurs-là. Il faut tous ces acteurs-là. Et moi, j'ai un gros respect pour ce que fait Sea Shepherd. Parce qu'en fait, juste si je regarde à mon petit niveau, depuis que je suis petit, je vois Sea Shepherd qui apparaît dans des documentaires. Et il y a des choses qu'ils font qui sont illégales. Mais en soi, la question que tu poses, c'est qu'est-ce qui se serait passé sur cette pêche à la baleine si eux y étaient pas allés? Parce que on en revient toujours à la même chose que ces aires marines protégées qui sont pas protégées. C'est ok, on a voté une loi, mais en fait, au final, il y a personne qui va protéger. Donc, eux, ils y sont allés. Je suis d'accord avec toi. Hein, c'est que, effectivement, si on laisse toutes les activités illégales se faire parce que ce serait pas légal d'intervenir, tu te dis oui, mais voilà, où est-ce qu'on va, quoi? Ouais. C'est ça, et on remet le curseur sur l'urgence, en fait. C'est qu'aujourd'hui, on a les solutions, on sait comment les déployer. C'est urgent, et quand on voit des choses qui vont pas dans le bon sens, voire qui sont qui peuvent être criminels à ce niveau-là, je pense qu'il faut. Justement, c'est une de mes questions, c'est l'impact des documentaires. Donc quelque part, tu dis on a besoin de tout le monde, on a besoin de tous les moyens. Voilà, les activistes qui vont de manière très très engagée, puisqu'une des questions qu'on pose quand on est sur Sea Shepherd, est-ce que tu es prêt à perdre ta vie pour une baleine? La réponse doit clairement être oui dans la tête. Donc voilà, c'est hyper engagé. Et puis d'autres, effectivement, tu dis qu'ils sont plus dans le dialogue avec les institutions publiques. Et puis il y en a d'autres qui sont en train d'essayer d'atteindre le grand public, comme toi.
moi aussi à ma petite échelle, mais toi à plus grande échelle, ouais, c'était très chouette. Toi plus que moi, hein, mais Ouais, je sais pas. toi plus que moi. Si, je pense que c'est important justement de raconter ces différentes histoires. Et oui, bah nous, l'idée des documentaires, en fait, comment te raconter ça? Là, on est en train de gagner plein de prix, c'est trop cool. Mais moi, je suis pas, je suis pas documentariste, je suis pas vidéaste, je suis pas monteur. C'est Jérôme qui fait ce boulot-là. Comme Et dit il est un vieux film, exceptionnel, tu c'est sais, le on meilleur sait que je jamais, connaisse. faut tout tenter, on sait jamais sur un malentendu, ça peut marcher. Hein. Ben c'est ça. Sur un malentendu. C'est comme ça que ça s'est fait. C'est comme ça que ça s'est fait, The Blue Quest. Et tu vois, aujourd'hui, nous, les documentaires, c'est plus un médium pour parler de ces sujets et donner aussi une autre image et donner une autre envie et toucher d'autres publics. C'est vraiment comme ça que je le vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis trop content quand on gagne des prix. C'est quand même une vraie satisfaction personnelle, mais c'est pas la fin en soi. Tu vois, genre là, il y a un prix qu'on a gagné à San Francisco. C'est exceptionnel. C'est le plus gros festival de films sur l'océan au monde. On allait gagner un prix. Bah, moi, j'ai surtout réfléchi à c'est quoi l'impact de ce prix? Et l'impact de ce prix, c'est que les projets qui sont dans le documentaire, ils sont encore remis en avant, ils sont encore plus mis en avant. Et l'idée, c'est ça, quoi. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est faire un documentaire qui parle au grand public, qui parle de ces sujets qui sont quand même assez techniques, mais d'un point de vue humain, donc qui donne envie, on s'identifie. Mais aussi, et ça je pousse vachement, et encore plus que sur le documentaire avant sur la Basse-Californie, c'est que ce documentaire, il a un peu un message, pas vraiment politique, mais tu vois, d'une certaine logique. On va dire, il nous faut des aires marines protégées. Et ce message, la façon dont il est dit dans le documentaire, il peut aussi atteindre des cercles décisionnaires. On le voit. Aujourd'hui, il a été présenté aussi bien sur des événements grand public que sur des gros événements institutionnels, et dans l'idée de faire bouger les choses. Où tu vois, en mode, il est là en introduction d'un débat, en mode, bah, pourquoi? Nous, je l'ai fait une fois où je suis intervenu et tu te dis, bah, pourquoi les Philippines, ça a l'air de mieux se passer que nous en France, où on commence à avoir mauvaise réputation. Tu vois, et là, tu dis ça, ça crispe un peu, et les gens se disent, ouais, effectivement, pourquoi? Ok, qu'est-ce qu'on fait? Et un autre, et là c'est beaucoup plus, bah alors tu vois, encore une fois nébuleux, mais une autre chose moi que j'ai vraiment envie de faire avec ces documentaires, c'est que je bossais chez Pure Océan dans l'implication des mécènes, qu'ils soient entreprises ou privés, et je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ont envie de s'impliquer, des gens avec des moyens différents, et je pense que si on arrive à impliquer certaines personnes avec des gros moyens, on peut faire avancer les choses très 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 vite, et ça se voit pas trop sur les réseaux sociaux et tout ça, mais ce documentaire il sert à ça, ça veut dire que ça nous met aussi en relation avec des gens comme ça qui cherchent à s'impliquer. Et en fait, nous, le but, c'est après de driver des potentiels flux financiers sur toujours les mêmes, les héros, c'est-à-dire les projets qu'on a filmés. C'est aujourd'hui, le début et la fin de la chaîne, c'est Soulbaï, c'est Tubata, c'est Pelagos. Et c'est eux qui ont besoin de fonds, c'est eux qui ont besoin de visibilité. Et sinon, on arrive avec les documentaires, tu vois un peu le fast qu'il y a autour, on gagne des prix, on va sur scène, on fait des discours. Et que ça touche des gens qui auraient des moyens, des capacités de s'impliquer, des réseaux qui font bouger les choses. Bah là, moi, je considère, c'est ça notre but, en fait. Vraiment, notre but. Ouais, la mission, elle est là. Si demain, on arrive à driver des fonds sur Soulbaï, Tubata et tout, bah moi, j'en serais ravi. Et tu vois, mine de rien, ce trophée qu'on a gagné, il a servi quelques jours après à faire une diffusion à Palawan, que Fred avait organisé avec Mama et tout ça, avec plein de politiques locaux, avec plein de parties prenantes locales. Et en fait, ça leur a donné une crédibilité qui est folle, parce que tu imagines en disant, voilà, nous, notre travail, il vient d'être projeté à San Francisco, qui est un beau endroit où tu as quand même la base de plein de fondations de protection marine, les plus connues, Mission Blue, Marine Conservation Institute sont là-bas aussi. Et il a été acclamé là-bas, donc ça veut dire quelque chose sur le taf qui est fait, que font ces projets, et ça veut dire quelque chose à quel point c'est reconnu à l'international. Et donc, ouais, voilà, pour résumer, un truc qui est je suis encore parti en 15 000 directions, mais nous, c'est un peu ce but-là aussi, tu vois. On veut sensibiliser le grand public parce que les histoires parlent. Tu vois, l'histoire de Fred, l'histoire de Mama, ça parle. Mais d'un autre côté, quand tu passes au documentaire dans des rendez-vous institutionnels, là, ça fait aussi bouger les choses, en tout cas, j'espère. Ouais, là, moi, dans un festival, un des premiers festivals que j'avais été, j'étais à côté d'un de ceux qui présentait un film qui venait d'Inde, et ce film a été primé. Et il était tellement content, mais moi, j'ai cru que c'était, le film est primé. Il dit, génial, avec ça, on va vraiment revenir auprès des autorités locales pour faire protéger cet endroit. C'était vraiment ça. Et il était vraiment super content. Il dit, parce que tu te rends pas compte, mais si on donne sa chance à la nature, elle la prend.
Ouais. Ça m'est toujours resté. Et j'avais trouvé ça génial, cette absence complète d'ego, mais cette joie folle de pouvoir faire avancer le schmilblick localement grâce à ce prix. Et c'est là que je me suis rendu compte de l'impact qu'un festival pouvait avoir et que je suis vraiment fan des festivals depuis ce moment-là et depuis cette rencontre aussi. Ce truc, si on laisse sa chance à la nature, elle l'apprend. C'est juste ça qu'il faut faire. On nous demande pas d'inventer des solutions technologiques ou d'en faire des tonnes. Je veux dire, si on laisse une prairie tranquille, la forêt, elle va revenir. C'est fou la résilience de la nature. Maintenant, effectivement, on a des machines qui détruisent comme jamais, donc il faut qu'on sache quand même lui laisser sa chance de temps en temps. Mais c'est vrai que c'est des messages d'espoir et qu'il faut pas, il faut pas 50 ans pour qu'une forêt revienne sur un terrain qu'on a laissé tranquille. C'est évidemment, il s'est pas désertifié, hein, ça c'est encore un autre problème, mais je veux dire, c'est très inspirant quand même tout ce qui peut être fait. Ouais. Ben voilà, j'ai réussi à poser cette question-là, c'est super. Mais donc, moi, on est toujours entre la plateforme des Rangers de Tubatara et sur ces eaux qui bougeaient beaucoup. Moi, ça fait une demi-heure que j'attends de savoir ce qui s'est passé dans ces eaux qui bougent, parce que je sais que tu as dû plonger. Tu me dis, ouais, c'était pas sûr qu'on sache plonger, mais je sais que oui. On devait pas. On devait pas. Tu sais quoi, je crois que je vais faire une série avec ton truc, ça va être la série de l'été, parce qu'il y a plein de cliffhangers, de suspense comme ça, mais on va tenir les gens en haleine en juillet-août, tu vas voir. Est-ce qu'on a plongé? Bon alors, donc, faut pas. Si, bon, je vais donner la réponse. Mais oui, donc, alors on revient là-dessus. C'est vrai qu'il y a eu une digression. Et t'as vu quand même, j'écoute, j'ai retenu. Une bonne demi-heure. Alors, si on revient là-dessus, donc on vient de quitter le bateau, ce qu'on appelle les liveaboard, qui nous amenait sur la station de Rangers. On vient d'être récupéré par les Rangers. Et là, en fait... Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de cet épisode. Spoiler alert, oui, vous entendrez bien la deuxième partie de l'histoire de cette plongée risquée à Tubatara. On a fini par réussir à avoir la fin de l'histoire, mais vous l'aurez compris, je ne peux pas vous promettre qu'il n'y aura pas encore une ou deux digressions avant d'y arriver, Clément ayant des anecdotes à foison, et si cela vous amuse autant que moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, à bientôt pour un nouveau shoot de fun dans les coulisses du documentaire multiprimé Palawan, dont je vous ai mis le lien direct pour le découvrir dans les notes de l'épisode, et évidemment, je vous le recommande. Merci à Nathan pour son commentaire sur YouTube. Bravo pour la qualité du podcast et la puissance des invités. Nathan, ce commentaire m'a fait immensément plaisir. Merci à toi. Merci à AS Adventure et à la banque CPH pour leur soutien à ce podcast. Et un énorme merci à toi pour ton écoute. À bientôt. Vraiment, c'est utile. Alors, où es-tu? Voilà. Je suis là. Très bien. J'aime bien avoir dit mais je n'ai pas bougé. Oui, non, mais je sais, mais mes onglets, à moi, ils ont tous bougé. Et non, pardon, c'était la deuxième journée. Bon, attends, je vais faire dans l'ordre chronologique parce que sinon je ne peux pas y arriver. Donc, en fait, on fait cette première journée avec les Rangers. Et donc, dans ce cadre de ce filmage, mon Dieu. Oh là. Tu vois, quand je dois prendre la parole, c'est pas terrible, hein, continue. Hein. De ce tournage-là. Oh, ça va, je vois que tu rigoles. Hein. C'est bon. C'est pas belge, hein, c'est pas du belge. C'est du Anne B qui a pas bien dormi.